Et une question pour commencer. Est-ce que Prigojine était visé? Qui est véritablement derrière l'attentat qui, hier à Saint-Pétersbourg, a ravagé l'un de ces restaurants? C'est le mystère qui occupe tous les esprits de Moscou à Kiev. Chacun, vous allez le voir, se renvoie la balle. Une explosion qui s'est déroulée lors d'une cérémonie organisée en l'honneur d'un 1000 blogueurs célèbres. Ce dernier a été tué. Plus d'une trentaine de personnes ont été blessées. Vous allez voir dans quelques instants les images. 24 heures après les faits, beaucoup de documents, d'informations, de pistes au cœur de cette enquête. Et justement, vous allez tout comprendre grâce à ce sujet, cette enquête signée Nancy Rice. La principale suspecte, la voici, juste avant son arrivée au street food bar. Dans ses mains, l'engin explosif, à l'intérieur 200 grammes de TNT. À l'entrée, elle se présente, Nastia, sculptrice, puis elle s'approche de Vladlen Tatarsky, en train de faire un discours et pose l'objet, une petite statue qui 4 à 5 minutes plus tard explose, tuant sa cible et blessant autour une vingtaine de personnes. Cette figurine, une tête de mineur portant un casque, ils l'ont posée quelque part derrière, comme ça, sans faire attention. Et il a continué avec ses questions. Puis soudain, tout a explosé. Il y a eu de la fumée. Puis c'était comme un film au ralenti. Nous étions assis dans la seconde moitié de la salle. Tout le monde a commencé à courir. Et nous devions courir. Alors nous avons couru. Et il y avait du sang partout. Nastia s'appelle en fait Daria Trepova, 26 ans, habitante de Saint-Pétersbourg et arrêtée avec son mari en février 2022 pour avoir participé à des rassemblements anti-guerre. Les enquêteurs russes ont perquisitionné son appartement et arrêté sa mère ou sa sœur à l'image. Mais Daria Trepova n'est pas la seule piste. Une étudiante en art plastique, Maria Yaroun, originaire d'Ukraine, est également visée. Et pour la plupart des commentateurs russes officiels ou médiatiques, cet attentat est signé Ukraine. Parce que Vladlen Tatarsky n'est pas n'importe qui dans le pays. Hier, dans ce café mis à sa disposition par Evgeny Prigojine, le patron de la milice Wagner, Vladlen Tatarsky, de son vrai nom, Maxime Formin, tenait un salon de discussion Cyberfront Z, une énième conférence sur la guerre. Blogueur de 40 ans, natif du Donbass, il était connu pour son discours génocidaire vis-à-vis de l'Ukraine. Invité au Kremlin lors de la cérémonie d'annexion des 4 régions partiellement occupées en septembre dernier, il affichait clairement ses positions radicales. Nous vaincrons tout le monde, nous tuerons tout le monde, nous volerons tout ce dont nous avons besoin. Tout sera comme nous l'entendons. Allons-y avec Dieu. Une cible pour les pro-ukrainiens, sa plateforme comptait 1,5 million d'abonnés. Pour les Russes, sa mort est une grande perte. Pour être honnête, je ne veux pas tirer de conclusion hâtive. Qui a fait ça? Qui est derrière ça? Les responsables devront être identifiés, mais c'est terrible. C'est du terrorisme, ça ne devra pas être pardonné. Enfin, dernière piste pour Moscou. Ce sont les agents de l'opposant Alexei Navalny qui auraient orchestré cet attentat. Magnifique travail signé Nancy Rice. Ça vaut des explications, peut-être des informations, en tout cas des interrogations. Oui, une dernière dépêche, le disait Nancy, émanant du Kremlin. La Russie accuse Kiev, nommément, et son complice, ses complices, les partisans de l'opposant russe emprisonné, Alexei Navalny. Votre opinion sur cet attentat? On parlera de Prigojine plus tard, mais d'abord, cet attentat à Saint-Pétersbourg en milieu de journée. Bon, ça, c'est ça qui est le plus spectaculaire. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que cette personne qui a été arrêtée était parfaitement connue des services du KGB, etc., enfin du FSB, puisqu'il l'avait déjà arrêté, et qui arrive comme ça, en se trimballant tranquillement avec... J'ai du mal à comprendre comment il y a un tel trou dans la raquette, si vous voulez. C'est quand même très difficile. Après, on peut imaginer... C'est pas la première fois, hein. Oui, mais vous vous souvenez, Douguina, c'était pareil. Rétrospectivement, les services russes ont l'air très compétents. Mais je dis bien rétrospectivement. Oui. Mais surtout, on peut imaginer beaucoup de scénarios plausibles. Après, lequel choisir? Ce qui, moi, m'intéresse peut-être le plus, c'est qu'on vient de désigner Navalny, en fait, derrière. Navalny, c'est, d'une certaine manière, la carte, si j'ose dire, démocrate après. On pourrait dire ça. Et si, ça peut être tout à fait aussi un moyen, d'une part,
envoyer des signaux du côté de Prigojine, parce que c'est chez lui que ça se passe, et d'autre part de faire en sorte que définitivement Navalny soit disqualifié. Enfin, on peut imaginer trop de choses pour avoir des conclusions raisonnables, si vous voulez. Je vous sens quand même imaginer, on l'avait évoqué lors de l'assassinat de Daria Dugina, cette égérie nationaliste, dont le père était proche du Kremlin, en disant que ça pouvait être également un signe du Kremlin, enfin de certains autour de Poutine, en disant « faites attention à vous », un signe multiple. Donc cet attentat de l'intérieur, vous y croyez aussi ? C'est une possibilité. Parce que vous avez raison, ça veut dire que là, si tant est qu'il y a une opposition aujourd'hui en Russie, elle va être terrassée dans les heures à venir. C'est une possibilité, mais il faut se rappeler un autre théâtre de guerre, c'est le théâtre de guerre des Balkans pendant la Seconde Guerre mondiale, où tous les acteurs ont fait commettre des crimes par des supposés ennemis. On a été en permanence dans l'UR 3 bandes, dans cet univers-là. Et là, vous pouvez très bien avoir la manipulation d'un groupe ukrainien indépendant du gouvernement, à qui vous faites monter vous facilitez le montage pour jouer pour accuser à la fois les Ukrainiens, et de fait, ça sera peut-être des Ukrainiens, et puis en même temps, jouer quelque chose où vous jouez à la fois sur les rivalités entre les extrémistes, et puis vous jouez en plus sur la figure de Navalny. Tout est possible. C'est l'analyse d'ailleurs de Podolyak, le conseiller. Voilà. Tout est possible. Mais on n'a aucun élément, fiable pour affirmer telle ou telle version. Alors, sincèrement. Dans quelques instants, on est en train de vérifier cette vidéo. On écoutera la principale suspect, selon le Kremlin, qui, sous la contrainte bien évidemment, a fait ses premières déclarations. Je vous le disais, pour Moscou, la chose est claire. Kiev est derrière cet attentat. Navalny, l'opposant, c'est bien pratique également. Écoutez quelques réactions du côté de Moscou. J'imagine que tout ça, c'est le travail de groupes de saboteurs ukrainiens. La lutte contre l'ennemi et son travail continueront pour que personne n'oublie. Et comme l'a dit Vladen, l'ennemi sera vaincu, la victoire sera à nous. Quand nous trouverons qui sont ces groupes de saboteurs, eh bien là, nous comprendrons que c'est comme si tout l'appareil de l'OTAN travaillait contre nous. Ce sont des ennemis de la Russie. Avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, beaucoup veulent mettre la pression sur les militants russes, les journalistes, les blogueurs, qui travaillent pour couvrir l'opération militaire spéciale, ceux qui portent notre vérité dans l'espace mondial. Et ce qu'il vient de se passer n'est rien qu'une intimidation contre ceux qui n'ont pas peur d'exprimer leur point de vue. Alors on oubliait bien évidemment dans les coupables potentiels, vous avez raison de le souligner, l'OTAN. Sale temps pour la liberté, si tant est qu'il reste encore un peu de liberté à Moscou après cet attentat. Votre sentiment, justement ? Moi, je pense que, déjà, ce qui m'a frappé dès le début, c'est encore une fois la supposition de cette menace est posée sur les épaules des femmes. Parce que dans l'histoire de Daria Dugina, c'était une Ukrainienne avec un enfant, avec un chat, qui est partie dans une Mini Cooper qui a traversé la frontière. Donc, on n'a jamais su vraiment qui était le commanditaire et exécutant, parce que c'était pas confirmé que c'était cette personne-là. Ici, encore une fois, on retrouve une jeune femme sur les épaules de laquelle ça tombe. Et c'est vrai que j'ai vu la vidéo qu'on va voir tout à l'heure qui est en train d'être vérifiée par nos services en interne. Il dit, quand on lui pose la question, mais qui vous a donné la statuette? Elle dit, est-ce que je peux vous répondre plus tard? Donc ça reste complètement le temps qu'on lui donne la bonne version. Dans tous les cas, je pense que pour les Ukrainiens, mais il ne faut pas tout mettre sur le dos des Ukrainiens, parce qu'on a des choses à faire déjà chez nous en Ukraine, sur notre front à l'intérieur, et je ne vois pas quel intérêt il y a de poursuivre cet animal qui a disparu, heureusement, parce que vu ses déclarations anti-humaines et anti-ukrainiennes, génocidaires, c'est une, comment dire, c'est quelque chose plutôt positif, je dirais, pour les Ukrainiens, parce qu'il y a moins de menaces. Mais par contre, imaginez les services de renseignement, les services secrets ukrainiens que je connais, qui se penchent sur la question de ce type, n'ont aucun intérêt. Mais vraiment, si les Ukrainiens préparaient quelque chose, ça aurait été beaucoup plus compliqué, avec plus de conséquences. Parce que là, c'est un pion. Pour moi, c'est une sorte de panier de crabes qui règle le compte à l'intérieur, parce que c'est un dur, c'est un nationaliste, c'est quelqu'un qui est plutôt proche de Prigojine. Et pour moi, le nom de Prigojine, le café de Prigojine, c'est pas un hasard dans cette histoire. Alors justement,
justement, vous faites bien de le dire, dans ce Cluedo de Saint-Pétersbourg, pour savoir à qui profite le crime, c'est toujours la question en matière criminelle, bien évidemment, pour avancer. On va réécouter Evgeny Prigojine, qui était pas loin de la mairie de Bakhmout. Alors vous allez voir, il a parlé bien évidemment de cette prise de la ville, mais il n'a pas oublié de parler de son ami, puisqu'encore une fois, le café lui appartient. Et il était dit que Prigojine pouvait assister à cette cérémonie lors de laquelle il y a eu l'attentat. Écoutez-le. On est le 2 avril. Il est précisément 23 h et derrière moi se trouve le bâtiment de l'administration municipale, la mairie. Et ça, c'est notre drapeau. C'est un hommage à Vladen Tatarsky. On a hissé le drapeau russe avec une inscription à la mémoire de Vladen. Et maintenant, le drapeau est sur la mairie. Donc légalement, Bakhmout est tombé. Toutes les unités qui sont dans la ville porteront et mettront ces bannières. Nos gars ont pris Bakhmout. C'est légalement notre ville. Et l'ennemi est concentré à l'ouest. Autre mot très important d'Evgeny Prigojine pour revenir à cet attentat amiral. Regardez-les. Et voilà. Et ça, c'est important. Ça, c'est important. Bien sûr. Et si ce n'était pas Kiev, et on revient à cette supposition, on est d'accord ? Prigojine exaspère. Il s'en prend jusqu'à Poutine, il s'en prend aux militaires, il s'en prend même à l'administration, vidéo à l'appui. Et s'il agaçait ? Comme disait Mme Podier, quel est l'intérêt des Ukrainiens à monter une opération extraordinairement complexe pour tuer des comparses, des gens qui ne servent strictement à rien. Mais à rien, c'est rien du tout, Tatarsky. Donc les Ukrainiens ont bien d'autres choses à faire que ça. Mais que Prigojine lui-même dise « je ne blâmerai pas Kiev », c'est quand même en creux. Ça veut dire qu'il sait très bien qui il doit blâmer. Il est visé, manifestement, puisque Tatarsky était un proche, alors que le café lui appartienne, bon peut-être, hein, mais il est visé. Il était dit, voilà, il sait ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il était dit qu'il était possible qu'il y assiste. Qu'il y assiste, parce que c'est quand même un de ses proches, c'est une célébration. Mais là, manifestement, il a assisté à plusieurs événements ce même jour, et c'est dans ce café spécifiquement qu'il a quand même été attaqué. Mais c'est un règlement de compte. Enfin, Prigojine sait, de toute façon, manifestement, quand il dit il ne faut pas blâmer Kiev, il sait qu'il faut blâmer. Enfin, c'est du style « suivez mon regard ». Et c'est un message aussi vis-à-vis de ceux qui se sont livrés à cette manœuvre. Sous-entend, ça passera pas par perte et profit. Hein. Il me semble que les Ukrainiens n'ont aucun intérêt à le faire, mais vraiment aucun intérêt. Alors là, l'accusation sur Navalny est, comme vous le soulignez, quelque chose d'assez extraordinaire. C'est pour le coup d'après. Mais tout ça est tellement monté que ça nous laisse un peu pantois. Moi, je ne connais pas le fonctionnement de la société russe et de toutes ces mafias que vous connaissez bien mieux que moi. Mais manifestement, c'est... Alors, Jean-François, cette thèse, beaucoup y souscrivent, notamment autour de ce plateau de l'amiral. Il est visé ou il est complice parce que, après tout, il offre le lieu. Non mais je suis désolé. Je dis ça parce que, vous savez, quand le père de Ramzan Kadyrov est mort dans un attentat, Ahmad Kadyrov, dans le stade, qui devait être à côté de lui ? Vladimir Poutine, qui n'était pas là, justement. Et là, pareil. Il aurait dû être là, mais il n'est pas là, et c'est bien opportun qu'il ne soit pas là. Et après, il fait des déclarations comme s'il savait parfaitement qui avait fait la chose. Enfin, vous pouvez aussi imaginer ça, c'est aussi crédible. Alors, il y a autre chose. On va continuer, bien évidemment, de discuter. Je vous disais à l'instant. Mais on est dans l'imagination, hein, alors, quand on est là-dessus. On est là dans la réalité. Le document qu'on va pouvoir voir, il émane, il y a quelques instants, du ministère de l'Intérieur russe. La principale suspecte, on vous en parlait, elle a été arrêtée. Vous allez voir, elle est passée aux aveux. Alors, bien évidemment, on vous met une tonne de guillemets avant et après le mot aveu. Mais écoutez-la. Savez-vous pourquoi vous êtes détenu ? Je le sais. Pourquoi ? Je dirais pour avoir été sur le lieu du meurtre de Vladen Tatarsky. Et qu'est-ce que vous avez fait ? J'ai apporté une figurine qui a explosé. Qui vous l'a donnée, cette figurine ? Je peux vous l'expliquer plus tard ?
Je veux vous l'expliquer plus tard. Je peux. Je peux, oui. Je peux. Est-ce que je peux? Pardon, monsieur, est-ce que je peux? Une fois qu'on m'aura donné la bonne version, c'est ça? Oui. On lui extorque des aveux. Et là, encore une fois, c'est une preuve que ce n'était pas les Ukrainiens, parce que si les Ukrainiens avaient monté cette action, cette femme ne serait jamais été arrêtée. Et en Ça plus, aurait ils été n'auraient certainement jamais... revendiqué. Oui, revendiquée, ou même pas mise sur les épaules d'une femme comme ça, la laissant toute seule. Elle dit, parce qu'elle a dit, son mari, qui a été aussi joint au téléphone, il a dit qu'on l'a trompée. En fait, on lui a expliqué certainement autre chose. Et voilà, elle s'est retrouvée en pion. Qu'elle ne savait pas qu'il y avait une bombe à l'intérieur de la statuette. Oui. C'est un peu l'histoire. Mais c'est vrai que quand on regarde la situation, on a parlé tout à l'heure de Navalny, moi je ne pense pas, parce que tout ce qui est à proximité de Navalny, ils sont très forts en communication, en investigation, parce qu'ils trouvent vraiment sur les réseaux les preuves de culpabilité de Poutine, de son équipe, des proches, mais ils ne sont pas dans l'action, ils n'ont jamais vraiment fait des actes, surtout de cette violence. Et pour moi, c'est vraiment la même patte qu'avec Daria Dugina, ça rassemble beaucoup. C'est-à-dire, c'est à peu près derrière le évident. Guinée, pour celles et ceux qui nous regardent, on avait laissé supposer que ça pouvait être aussi un signe de Poutine pour calmer certaines ardeurs chez les contestataires, mais qui faisaient partie de l'intelligentsia russe. Donc on pourrait être dans le même cas, et comme vous l'avez dit, amiral, pour Prigojine. C'est-à-dire que, voilà, on invente une légende. Ça ne va pas jusqu'à Poutine, je pense. C'est parce que Prigojine, Poutine, si vous voulez, il observe, c'est pas quelqu'un qui prend les décisions. Non, mais on sait qu'il est en guerre contre Shoigu, on sait qu'il est en guerre contre tout le monde. Prigojine, bien sûr. Donc il y a tout ça, tout cet milieu autour de l'armée, et tous ceux pour qui Prigojine revendique qu'ils ne sont pas assez violents, ils ne vont pas suffisamment loin pour vraiment en finir avec cette Ukraine, avec ces Ukrainiens, et lui donner plus de moyens pour ça. Donc il y a beaucoup d'ennemis autour. Donc c'est pas un hasard. Les ennemis auraient pu lui montrer en disant regarde à quel point on est capable de faire des choses. Et je pense pas que c'est contre Prigojine lui-même, parce que Prigojine ne devait pas être au café, même si on dit qu'il devait, parce que bon, ça lui appartient, mais il y a beaucoup de choses non, qui mais ce que vous disiez, alors c'est très intéressant, c'est qu'il y avait tout un périple quand même. Mais ce n'est pas que un proche de Prigojine, c'est aussi un blogueur militaire, et en ça, en fait, il a beaucoup plus de liberté aussi de parole que les médias d'État, par exemple. Et donc, ce qu'on reproche des fois parfois en Russie, c'est ces blogueurs qui ont énormément de followers. Il a plus de 560 000 followers sur son compte Instagram, Tatarsky, et il se permet aussi, de temps en temps, de critiquer. Alors, il suit complètement la rhétorique de la démilitarisation de l'Ukraine, de la dénazification, etc. Mais lui, il voudrait même aller plus loin. Il se permet quand même de critiquer parfois le fonctionnement de l'armée actuelle et le suivi de la guerre. Et vous le disiez, dans cette journée particulière, il a eu plusieurs rendez-vous. Mais c'est là que la bombe a été déposée. Oui, il a assisté à plusieurs événements, en fait, hier, dimanche, mais c'est spécifiquement dans ce bar-restaurant qu'il a été attaqué. Donc, on peut quand même y voir un lien avec sa proximité. On peut se poser quand même quelques questions. L'autre chose qu'il faut dire, c'est que ça vient à un moment bien particulier, au moment où Poutine a annoncé le changement de la doctrine de politique étrangère, en insistant sur la menace existentielle. Et ça met aussi en scène... Vous avez raison, c'était fin de semaine dernière. Oui. Et donc ça met aussi en scène, pour les Russes, parce que ça aussi, ces images, elles vont être vues par les Russes d'abord, que c'est existentiel au point que c'est dans leur rue que la guerre peut avoir lieu. C'est un peu la même situation qu'on a pu ressentir à Paris après les attentats au Bataclan. Les gens qui habitaient Paris se sentaient immédiatement en danger. Là, les gens qui sont à Saint-Pétersbourg ou à Moscou peuvent se dire « Oui, c'est vrai, ça peut péter à côté de chez nous ». Et ça participe aussi, d'une certaine manière, ça peut participer de la mobilisation au moment où on est en train de dramatiser, parce qu'il y a eu aussi un certain nombre d'émissions, on a vu, que vous avez diffusé, où on voyait des commentateurs nous dire « Oui, mais l'armée russe n'a pas les moyens de réussir, etc. » Donc on dramatise en ce moment la situation. C'est un élément qui vient dans cette dramatisation, qui sert à mobiliser les Russes, parce qu'il va falloir amener encore de nouveaux combattants sur le front pour tenir. Alors c'est un billard non pas à 3, mais à 4, 5, 6... À plein de bandes, oui, je crois. À plein de bandes. Est-ce qu'on aura un jour le fin mot? Parce que cette jeune fille là qui est mise en pâture, alors ça nous est vendu comme un extrait d'un interrogatoire, bien évidemment diffusé à dessein. Je vous vois très sceptique, amiral. Moi, j'y connais rien. Moi, je ne connais pas le fonctionnement du Non, mais sur ces images.
Oh, tout ça me paraît tellement susceptible d'être monté de tous les côtés, à 3 à 4 bandes, on n'en sait rien. Moi, ceux que j'exonérerais, ce seraient les Ukrainiens, si vous voulez. Franchement, je ne vois pas très bien ce qu'il ferait là. Pour tout le reste, je crois que tout le monde peut être responsable ou coupable. Il y a quand même beaucoup de tensions déjà au sein de la société russe. Et ce qui est étonnant, c'est que dans l'histoire de meurtre de Anna Politkovskaya, la journaliste, il y a plus de 15 ans, dans l'histoire de meurtre de Boris Nemtsov sur le pont en face du Kremlin aussi, il y a plusieurs années, on n'a pas toujours trouvé le coupable. On ne sait pas qui était. Il y avait apparemment les visages qui passaient. Et là, le lendemain, comme par hasard, on trouve la bonne personne et qui en plus ne s'est pas cachée. Vous voyez, c'est quand même... Non, pour moi, c'est vraiment l'histoire intérieure russe et c'est pas un hasard parce qu'ils sont habitués à faire les attentats et faire les petites explosions de temps en temps entre eux. C'est leur mode de fonctionnement. Les informations continuent de nous parvenir sur cet attentat, des témoignages, des informations émanant notamment du ministère de la Défense, du ministère de l'Intérieur, des réactions du côté de Kiev, bien évidemment.